Monsieur, attendez s'il vous plaît, cria la réceptionniste alors que je poussais déjà la porte tournante du cabinet d'avocats Harrison et Associates. Promettez-moi que vous supporterez de voir ça. Je m'arrêtai au milieu de ma rotation, perplexe. Rebecca, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui travaillait à la réception depuis quelques mois seulement, courut vers moi, le visage pâle et les mains tremblantes. « De quoi parlez-vous, Rebecca ?» demandai-je en regardant ma montre. Il était 19h15 un vendredi soir à Chicago, et je n'étais revenu au bureau que pour récupérer mes lunettes de lecture que j'avais oubliées après un dîner en famille. Elle a verrouillé la porte d'entrée et m'a éloigné des fenêtres. Les caméras de sécurité de la salle de conférence ont continué à enregistrer après votre départ. J'étais en train de revoir les bandes pour le rapport hebdomadaire quand sa voix s'est brisée. Je m'appelle Tony Richardson et, à 62 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple oubli m'empêcherait de finir mes jours enfermé dans une clinique psychiatrique pendant que ma propre famille pillait l'empire que j'avais bâti à la sueur de mon front pendant 40 ans. Mais ce soir-là, en septembre, lorsque Rebecca m'a montré ce que les caméras avaient filmé, j'ai découvert que parfois, Dieu utilise les plus petits détails pour révéler les plus grandes trahisons. Monsieur Richardson, je sais que je n'aurais pas dû voir cela, mais après votre départ de la réunion de famille cet après-midi. Elle prit une profonde inspiration, ils ont continué à parler. Et ce qu'ils ont dit, je n'ai pas pu dormir en me demandant si je devais vous en parler ou non. Mon esprit est revenu 3 heures en arrière, lorsque j'avais rencontré ma femme Linda, mes enfants David et Jennifer, et mon gendre Marc dans la salle de conférence de mon avocat pour discuter de la planification successorale. J'étais parti plus tôt, prétextant de la fatigue, après avoir signé quelques documents que Linda disait être des mises à jour de routine. « Rebecca, tu me fais peur. Que as-tu vu exactement ?» Elle m'a guidé jusqu'au petit bureau du directeur, à l'arrière du bâtiment. Ses mains tremblaient tandis qu'elle allumait l'écran de l'ordinateur. « Promets-moi que tu ne feras pas de crise cardiaque. Mon grand-père a vécu quelque chose de similaire, et je n'ai pas pu l'aider à temps. » L'écran affichait la salle de conférence où nous nous étions réunis. Je pouvais voir le moment précis où je suis parti, prétextant que j'avais besoin de me reposer à cause de mon hypertension. Dans la vidéo, j'ai vu ma famille rester assise pendant que je disparaissais du champ de la caméra. Et puis leurs masques sont tombés complètement. Linda, la femme avec laquelle j'étais marié depuis 18 ans, a levé son verre d'eau avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Enfin, maintenant, nous pouvons parler de ce qui compte vraiment. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous glacer le sang. Ce que ma propre famille a dit après mon départ de cette pièce allait changer ma vie à jamais, et la vengeance que j'ai orchestrée allait être aussi dévastatrice que méticuleuse. Mais d'abord, je devais comprendre toute l'étendue du complot qui s'était déroulé sous mon nez. À l'écran, David, mon fils de 35 ans que j'avais élevé seul après la mort de sa mère alors qu'il n'avait que 10 ans, se pencha en avant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était froide, calculatrice, complètement dépourvue de l'amour filial que je croyais exister. « Alors, il a tout signé ?» demanda-t-il à Linda, ma femme de 48 ans, la femme que je considérais comme la compagne idéale pour mes années dorées. « Presque tout, » répondit Linda en feuilletant les documents que j'avais signés 1 heure plus tôt. Il doit encore signer le transfert de l'entreprise au trust familial, mais le docteur Hendricks a dit qu'il pourrait poser le diagnostic officiel de démence la semaine prochaine. Mon sang se glaça. Un diagnostic de démence ? J'étais parfaitement lucide. Mon esprit fonctionnait aussi bien qu'il avait toujours fait au cours des 40 années pendant lesquelles j'avais bâti mon empire de la construction à partir de rien. Jennifer, ma fille de 32 ans, la petite princesse que j'avais choyée et à qui j'avais payé des études de droit à Northwestern, rit d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était un rire cruel, sans aucune trace de la douceur que j'associais à elle. Je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment pensé que ces documents servaient uniquement à planifier sa retraite, dit-elle en secouant la tête. Papa a toujours été trop confiant pour son propre bien. Marc, mon gendre de 29 ans, que j'avais embauché dans mon entreprise 3 ans auparavant et rapidement promu parce que je faisais confiance au jugement de Jennifer, leva sa bière dans un toast moqueur. À la santé du vieux Tony, qui va financer notre avenir depuis le confort du Pine Valley Memory Care, dit-il avec un sourire qui me rendit physiquement malade. Pine Valley Memory Care. Je connaissais cet endroit. C'était une clinique psychiatrique privée très coûteuse dans la banlieue de Chicago, où les familles riches internaient leurs proches gênants. Le genre d'endroit où les gens entraient, mais en ressortaient rarement. Rebecca a mis la vidéo en pause et m'a regardé, les larmes aux yeux. Monsieur Richardson, il y a plus. Ils parlent pendant près de 20 minutes de la façon dont ils vont tout partager. Votre entreprise, vos propriétés, vos comptes bancaires. Continuez, dis-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais souhaité. Elle appuya à nouveau sur « Play ». À l'écran,
Linda vérifiait quelque chose sur son téléphone. Richard a dit qu'il pouvait accélérer la procédure judiciaire si nous avions le certificat médical avant vendredi, dit-elle, faisant référence à mon propre avocat, Harrison Richard. L'homme que je payais depuis 15 ans pour protéger mes intérêts travaillait contre moi. David se cala dans son fauteuil avec satisfaction. Et les comptes offshore? Il n'est pas encore au courant pour cela, n'est-ce pas? Bien sûr que non, répondit Linda. Richardson Construction a réalisé des bénéfices bien plus importants au cours des 3 dernières années que Tony ne l'imagine. J'ai systématiquement détourné l'argent vers des comptes dans les Caraïbes. Lorsqu'il sera déclaré incapable, j'aurai le contrôle total en tant que son épouse et tutrice légale. Ma propre femme me volait depuis des années. Linda, que j'avais rencontrée lors d'un événement caritatif 5 ans après le décès de ma première femme, semblait sincèrement intéressée par moi en tant que personne, et pas seulement par mon argent. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Quel est le montant total actuellement? Demanda Jennifer, les yeux brillants de cupidité. Entre l'entreprise, les propriétés, les comptes bancaires classiques et les comptes offshore, nous parlons d'environ 42 millions de dollars, répondit Linda avec désinvolture, comme si elle discutait du menu du dîner. 42 millions. Je travaillais depuis l'âge de 17 ans, construisant mon entreprise brique par brique, contrat par contrat. J'avais perdu ma première femme d'un cancer, alors que je travaillais 16 heures par jour pour payer les traitements expérimentaux. J'avais sacrifié ma santé, mes loisirs, mes relations, tout pour construire quelque chose que je pourrais laisser à mes enfants. Et ils prévoyaient de me voler alors que j'étais encore en vie. Comment allez-vous vous partager les biens? Demanda Mark en se penchant en avant avec intérêt. Nous en avons déjà discuté, répondit David. Linda garde la maison principale et 30% des actifs liquides. Jen et moi nous partageons le reste à parts égales, plus les biens immobiliers d'investissement. Mark gère les opérations de l'entreprise jusqu'à ce que nous la vendions. Et combien de temps Tony doit-il rester dans l'établissement? Demanda Jennifer, hésitant sur le mot « établissement », comme si elle essayait de paraître plus humaine. Linda sourit froidement. Le docteur Hendricks a dit qu'avec le bon diagnostic et les médicaments appropriés, la détérioration pouvait être accélérée. 6 mois, peut-être 1 an au maximum. Une détérioration accélérée. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de me tuer lentement. Rebecca a de nouveau mis la vidéo en pause lorsqu'elle a vu mon expression. Monsieur Richardson, vous allez bien? Dois-je appeler quelqu'un? J'ai hoché la tête, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Rebecca? 6 mois, répondit-elle. J'ai commencé juste après l'université. Pourquoi? Avez-vous de la famille? Elle sembla déconcertée par ce changement de sujet. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Ma mère s'est remariée avec un homme qui, eh bien, il a fini par la convaincre de lui donner l'argent que mon grand-père m'avait laissé pour mes études. J'ai dû me débrouiller avec des prêts étudiants. Je comprenais maintenant pourquoi elle m'avait montré cela. Elle savait ce que c'était que d'être trahie par sa famille. Rebecca, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Combien de temps reste-t-il d'enregistrement? Encore 12 minutes, répondit-elle. Il parle aussi de, eh bien, de votre petite amie. Ma petite amie. Bien sûr. Linda ne se contentait pas de me voler mon argent, elle avait une remplaçante qui attendait dans les coulisses. Mais tandis que je regardais le reste de la vidéo, écoutant ma famille planifier méticuleusement ma destruction, un changement étrange s'opéra en moi. La douleur et le choc initiaux commencèrent à se cristalliser en quelque chose de bien plus puissant, une détermination pure. Ils avaient fondamentalement sous-estimé qui j'étais. Tony Richardson n'avait pas bâti un empire de 42 millions de dollars à partir de rien, n'en étant naïf ou passif. J'avais survécu à des récessions, à des concurrents malhonnêtes, à des poursuites judiciaires frivoles et à la perte de la femme que j'aimais le plus au monde. Et maintenant, ma propre famille venait de me déclarer la guerre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé 40 ans à apprendre à gagner des guerres. Et cette fois-ci, je connaissais exactement les tactiques de l'ennemi avant même qu'ils ne fassent leur premier mouvement. Ma vengeance serait méticuleuse, dévastatrice et tout à fait légale. Mais d'abord, je devais comprendre exactement à quel point cette trahison familiale était profonde. Lorsque la vidéo s'est enfin terminée, je suis resté assis en silence pendant de longues minutes, digérant chaque mot venimeux que je venais d'entendre. Rebecca m'observait nerveusement, s'attendant clairement à une sorte d'effondrement émotionnel. « Monsieur Richardson, dit-elle avec hésitation, il y a autre chose que vous devez savoir. » Je levai les yeux vers elle. « Quoi d'autre » Rebecca prit un dossier qu'elle avait laissé sur la table. Après avoir vu cette vidéo hier soir, je n'ai pas pu dormir.
Je suis donc retourné au bureau au petit matin et j'ai commencé à examiner d'autres dossiers. J'ai trouvé des choses troublantes. Elle ouvrit le dossier et me montra une série de documents. Le premier était une correspondance entre mon avocat Harrison Richard et le Dr Hendricks, datant de 3 mois. Richard coordonne tout, expliqua Rebecca. Il n'est pas seulement complice, il est l'architecte juridique de toute l'opération. Regardez ça. J'ai lu le document avec une horreur grandissante. Il s'agissait d'un plan détaillé visant à me déclarer incapable, comprenant des stratégies pour annuler toute contestation juridique que je pourrais tenter. Richard avait même suggéré des médicaments spécifiques que le Dr Hendricks pourrait me prescrire pour accélérer ma détérioration mentale. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Rebecca en se tournant vers un autre document. Vos comptes offshore. Linda ne se contente pas de détourner de l'argent, elle blanchit des fonds via un réseau de sociétés fantômes dans les Caraïbes. Le montant réel est bien supérieur aux 42 millions mentionnés dans la vidéo. J'ai écarquillé les yeux en examinant les chiffres. 68 millions de dollars. 68 millions dont je ne soupçonnais même pas l'existence, résultat d'années de manipulation comptable sophistiquée. Comment avez-vous eu accès à tout cela? Ai-je demandé. Rebecca a hésité. Mon petit ami travaille au service informatique du cabinet. Quand je lui ai raconté ce que j'avais découvert, il m'a aidé à accéder à certains fichiers qui seraient normalement protégés. Monsieur Richardson, votre famille ne se contente pas de vous voler, elle prévoit d'effacer complètement votre existence. Elle m'a alors montré le document le plus troublant de tous, un faux testament, signé électroniquement avec ma signature numérique volée, léguant tout à Linda en cas de décès. Et il y avait une clause particulièrement cruelle. Si je décédais dans les 18 mois suivant ma déclaration d'incompétence, il n'y aurait pas d'enquête automatique. Il prévoit de me tuer, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Ce n'est pas tout, a dit Rebecca, la voix tremblante. J'ai trouvé des traces de communication entre le Dr Hendricks et un fournisseur pharmaceutique spécialisé dans les médicaments psychiatriques expérimentaux. Des médicaments qui peuvent causer une détérioration cognitive irréversible, mais qui laissent peu de traces lors des autopsies standards. Mon esprit s'emballa, traitant les implications. Il ne s'agissait pas seulement d'un complot visant à me voler mon argent, mais d'un plan minutieux visant à m'assassiner. Ma propre famille était prête à me tuer lentement pour s'assurer que je ne puisse jamais me défendre ou réclamer ce qui m'appartenait. Rebecca, dis-je en la regardant droit dans les yeux, pourquoi me racontes-tu tout cela? Tu pourrais te mettre en danger. Elle prit une profonde inspiration. Parce que mon grand-père a vécu une situation similaire il y a 5 ans. Pas aussi élaborée que celle-ci, mais il a été déclaré incapable par mon oncle qui voulait la maison familiale. Mon grand-père est mort seul dans une maison de retraite pendant que mon oncle vendait tout ce qu'il avait mis toute sa vie à construire. Des larmes se formèrent dans ses yeux. Je n'avais que 21 ans à l'époque. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsqu'il était trop tard. Je me suis juré que si jamais je voyais des signes similaires, j'interviendrais. Pour la première fois depuis des heures, je ressentis autre chose que de la trahison et de l'horreur. Je ressentis de la gratitude. Cette jeune femme, qui me connaissait à peine, risquait son emploi et potentiellement sa sécurité pour me sauver. Il y a autre chose, dit Rebecca en attrapant un dernier dossier. J'ai réussi à obtenir les relevés téléphoniques du bureau des 6 derniers mois. Linda a été en contact régulier non seulement avec Richard et le Dr Hendricks, mais aussi avec un détective privé nommé Marcus Dobson. Ce nom m'était familier, mais je ne me souvenais pas d'où. Dobson a une réputation douteuse, a poursuivi Rebecca. Il est spécialisé dans la fabrication de fausses preuves pour les affaires de divorce et les litiges successoraux. D'après ce que j'ai pu découvrir, il documente votre comportement depuis des mois, créant un faux historique de détérioration mentale. Elle sortit une série de photos du dossier. C'étaient des images de moi dans des situations quotidiennes. Faisant mes courses, sortant du médecin, discutant avec des voisins, mais toutes prises sous des angles qui me faisaient paraître confus, désorienté, perdu. Il a des centaines de ces photos, expliqua Rebecca. Et aussi des enregistrements audio édités de vos conversations, coupés pour vous faire passer pour incohérent. Ils sont en train de monter un dossier en béton pour prouver votre incapacité mentale. C'est à ce moment-là que quelque chose a fondamentalement changé en moi. La douleur initiale de la trahison s'est cristallisée en quelque chose de bien plus dangereux, une détermination pure et froide. Ma famille m'avait déclaré la guerre, mais elle avait commis une erreur fondamentale. Elle avait complètement sous-estimé qui j'étais. Tony Richardson n'avait pas bâti un empire multimillionnaire en étant passif ou naïf. J'avais survécu à des récessions économiques, à des concurrents malhonnêtes, à des poursuites judiciaires frivoles et à la mort de la femme que j'avais le plus aimée dans ma vie. Et maintenant, ces parasites qui se nourrissaient de ma générosité depuis des années venaient de réveiller en eux quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé exister.
Rebecca, dis-je d'une voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, celle du PDG qui a bâti un empire à partir de rien. Vous avez dit que votre petit ami travaillait dans l'informatique? Oui, monsieur. Pourquoi? Un sourire lent se dessina sur mon visage. Ce n'était pas un sourire agréable. Parce que je viens de décider que je ne serai pas seulement une victime dans cette histoire. Et s'ils veulent jouer avec de faux documents et des complots élaborés, je vais leur montrer comment un vrai professionnel exécute un plan. Je me suis tourné complètement vers elle. Rebecca, que diriez-vous de gagner beaucoup plus d'argent que ce que cet emploi pourrait jamais vous rapporter? Parce que je m'apprête à vous offrir, à vous et à votre petit ami, l'opportunité d'une vie. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si vous êtes prête à aller jusqu'au bout avec moi. La détermination dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce que ma famille ignorait, c'est qu'au cours des 40 années passées à bâtir mon entreprise, j'avais noué des relations avec des gens de tous les secteurs industriels de Chicago. Des gens qui me devaient des faveurs. Des gens dotés de compétences très spécifiques. Des gens qui comprenaient parfaitement la différence entre la justice et la vengeance. Et Tony Richardson était sur le point de leur apprendre la différence entre voler à un vieil homme stupide et déclarer la guerre à un prédateur qui avait finalement décidé d'arrêter de faire semblant d'être une proie. Au cours des 72 heures qui ont suivi, j'ai transformé ma maison en un centre d'opération qui rivalisait avec n'importe quelle salle de guerre d'entreprise que j'avais déjà mise en place. Rebecca et son petit ami, un jeune homme brillant nommé Tyler qui travaillait dans la cybersécurité, sont devenus mes lieutenants dans cette campagne contre ma propre famille. Monsieur Richardson, dit Tyler en ajustant ses lunettes tout en examinant les multiples ordinateurs portables éparpillés sur ma table à manger, j'ai obtenu un accès complet au système du cabinet d'avocats. Mais j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir immédiatement. Il a tourné l'un des écrans vers moi, me montrant une série de virements bancaires qui m'ont glacé le sang. Au cours des 18 derniers mois, Linda avait détourné non seulement les 68 millions que Rebecca avait découverts, mais aussi la somme astronomique de 84 millions de dollars. Comment est-ce possible? Ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne l'étais en réalité. Elle utilisait votre signature numérique pour approuver des contrats de construction gonflés, expliqua Tyler. Des projets qui semblaient légitimes dans les livres, mais qui étaient surévalués de 20 à 30%. L'argent supplémentaire allait directement dans des comptes offshore. Rebecca se pencha sur mon épaule. Ce n'est pas seulement du vol, monsieur Richardson. C'est du blanchiment d'argent à l'échelle industrielle. Si les autorités fiscales découvraient cela sans contexte, vous pourriez faire l'objet de poursuites fédérales. Le génie diabolique du plan de Linda est devenu évident. Elle ne se contentait pas de voler mon argent, elle me piégeait dans des délits fiscaux qui me détruiraient même si je découvrais le stratagème. C'était une assurance vie perverse contre toute tentative de dénonciation. Tyler, dis-je, une idée se formant dans mon esprit, peux-tu retracer exactement où cet argent est allé? Ses doigts dansèrent sur le clavier pendant plusieurs minutes. Voilà. La majeure partie se trouve dans 3 banques des Caraïbes, mais il y a quelque chose d'intéressant. Un compte en particulier, aux îles Caïmans, a reçu des virements réguliers non seulement de Linda, mais aussi de 5 autres sources différentes au cours des 3 dernières années. 5 autres sources. Rebecca et Tyler échangèrent un regard significatif. Monsieur Richardson, dit Rebecca avec précaution, nous pensons que Linda pourrait être impliquée dans quelque chose de bien plus grave que le simple fait de vous voler. Il semble qu'elle dirige tout un réseau d'exploitation de personnes âgées fortunées. Ma femme n'était pas seulement une escroque amateur motivée par la cupidité. C'était une criminelle professionnelle, et je n'étais que la dernière cible d'une longue et minutieuse carrière de prédatrice financière. Montrez-moi tout, ai-je dit. Pendant les 4 heures qui ont suivi, Tyler m'a guidé à travers un labyrinthe numérique de preuves qui a révélé la véritable ampleur des activités de Linda. Au cours des 5 dernières années, elle s'était systématiquement infiltrée dans les cercles sociaux d'hommes veufs âgés à Chicago, choisissant toujours des cibles disposant d'un patrimoine important mais ayant peu de proches. Je n'étais pas le premier. J'étais le 6e. Voici Roger Whitman, 71 ans, veuf, a lu Tyler sur sa liste. Il est mort d'une crise cardiaque en 2021, 8 mois après avoir épousé Linda. Elle a hérité de 2,5 millions. Et voici Harold Chen, 67 ans, a poursuivi Rebecca. Déclarée incapable pour cause de démence en 2022. Linda a été nommée tutrice. Il est mort à Pine Valley Memory Care, la même clinique où il prévoit de m'admettre, 6 mois plus tard. Pine Valley Memory Care. Ce nom me fit frissonner. Ce n'était pas seulement une clinique psychiatrique coûteuse. C'était un cimetière pour les personnes gênantes, où Linda envoyait ses victimes mourir lentement tout en vidant leur patrimoine. Tyler, dis-je, une froide détermination s'installant dans ma voix, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Et cela pourrait être légèrement irrégulier. Le jeune homme se redressa, visiblement intrigué.
De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin d'un accès complet aux dossiers médicaux de Pine Valley. Plus précisément, je veux savoir exactement comment Roger Whitman et Harold Chen sont morts. Et je veux la documentation de tous les patients que Linda y a placés au cours des 5 dernières années. Rebecca semblait inquiète. Monsieur Richardson, c'est tout à fait illégal. Si nous nous faisons prendre. Rebecca, l'interrompis-je gentiment, ma famille prévoit de m'assassiner lentement avec des médicaments psychiatriques tout en volant 84 millions de dollars. À ce stade, je dirais que les questions de légalité technique sont secondaires par rapport à la survie. Tyler sourit pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Je comprends. Donnez-moi 48 heures. Pendant que Tyler travaillait à son infiltration numérique, j'ai commencé à activer le réseau de contacts que j'avais construit au cours de 40 années dans les affaires. Mon premier appel a été pour l'inspectrice Sarah Martinez du service des crimes financiers de Chicago, une femme que j'avais rencontrée lorsqu'elle avait enquêté sur un système de corruption dans les appels d'offres publics quelques années auparavant. Tony Richardson, dit-elle, la surprise évidente dans sa voix. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Que puis-je faire pour vous? Sarah, j'ai besoin d'un service. Et j'ai peut-être des informations qui intéresseraient beaucoup votre service. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret du centre-ville, où je lui ai soigneusement expliqué la situation sans mentionner mes méthodes plus douteuses pour obtenir des informations. Je lui ai seulement montré ce que Rebecca avait découvert légalement et certains des virements bancaires que Tyler avait trouvés grâce à des failles de sécurité qui pouvaient être expliquées comme un accès autorisé. Bon sang, Tony, murmura Sarah en examinant les documents. C'est une opération criminelle de longue haleine. Si la moitié de ces informations sont vérifiables, nous parlons de multiples homicides prémédités. Quel type de chronologie faudrait-il pour monter un dossier? Elle réfléchit un instant. Avec des preuves solides, je pourrais obtenir des mandats d'arrêt en 1 semaine. Mais Tony, dit-elle en me regardant sérieusement, tu comprends que cela va complètement bouleverser ta vie? Ta femme, tes enfants, tout va être rendu public. Sarah, dis-je en la regardant dans les yeux, ils ont déjà détruit ma vie. Maintenant, je suis juste en train de décider si je vais les laisser s'en tirer comme ça. Si vous suivez cette histoire de découverte et de trahison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la vengeance que je m'apprête à exercer sera aussi méticuleuse que dévastatrice, et chaque mouvement a été calculé avec la précision de 40 ans passés à bâtir des entreprises valant des millions. Mon deuxième appel fut pour James Crawford, un avocat pénaliste qui avait représenté certains de mes concurrents dans des enquêtes fédérales. Connu pour son agressivité et son absence de scrupules, James était exactement le type de représentant dont j'aurais besoin lorsque cette guerre deviendrait publique. Tony, quel plaisir de t'entendre, m'a-t-il dit lorsque j'ai enfin réussi à le joindre. J'ai entendu dire que tu avais pris une retraite partielle. Tu profites de la vie conjugale? James, j'ai besoin d'un avocat pénaliste, à la fois en tant que victime et en tant que cible potentielle de représailles. Le ton de sa voix changea immédiatement. Venez à mon bureau demain à 9 heures. Et Tony, apportez tout ce que vous avez. Lors de la 3e soirée de planification, Tyler revint avec des informations qui confirmèrent mes pires craintes concernant Pine Valley Memory Care. Les dossiers médicaux auxquels il avait pu accéder révélaient une tendance inquiétante à la détérioration accélérée chez les patients dont les familles disposaient de ressources financières importantes. Roger Whitman a été admis avec de légers symptômes de confusion, a lu Tyler dans le dossier volé. En l'espace de 2 semaines, il était dans un état catatonique. Harold Chen a suivi un schéma similaire. Tous deux ont reçu des cocktails expérimentaux de médicaments psychiatriques qui ne sont pas approuvés par la FDA pour leur pathologie spécifique. Et le Dr Hendricks? Il dispose de privilèges médicaux à Pine Valley et prescrit régulièrement ses traitements expérimentaux. Au cours des 5 dernières années, 15 de ses patients sont décédés à la clinique. Le taux de mortalité statistique normal serait de 3 à 4 personnes. Rebecca leva les yeux des documents qu'elle était en train de classer. Monsieur Richardson, j'ai trouvé autre chose. Linda a une voiture enregistrée au nom de l'entreprise, mais les enregistrements GPS montrent qu'elle se rend régulièrement à Pine Valley, même lorsqu'elle n'y a soi-disant aucun patient. Elle supervise les meurtres en personne, murmurai-je, la prise de conscience me frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Il y a plus, a poursuivi Rebecca. J'ai trouvé des enregistrements de communication entre Linda et les administrateurs de Pine Valley discutant spécifiquement de votre future hospitalisation. Ils ont déjà désigné une aile spéciale pour vous et établi un protocole de traitement qui correspond exactement à celui dont ont bénéficié Roger Whitman et Harold Chen. Ma famille ne prévoyait pas seulement de me voler. Elle avait établi un protocole pour mon assassinat, basé sur des méthodes qu'elle avait déjà testées et perfectionnées sur des victimes précédentes.
Mais alors que je digérais l'énormité de leur trahison, un calme étrange s'empara de moi. Pendant 40 ans, j'avais affronté des concurrents malhonnêtes, la corruption gouvernementale, des récessions économiques et des crises personnelles dévastatrices. Dans chaque cas, j'avais gagné non pas par la force brute ou l'émotion, mais par une planification méticuleuse et une exécution implacable. Linda et mes enfants avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient supposé que, parce que je les aimais, je serais incapable de me défendre contre eux. Ils ne comprenaient pas que l'amour que je ressentais pour eux était mort à l'instant où j'avais vu cette première vidéo de surveillance. Ce qui restait n'était pas de la haine, mais quelque chose de bien plus dangereux, une détermination professionnelle pure. Tyler, Rebecca, dis-je en regardant mes deux alliés improbables, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que nous sommes sur le point de faire va au-delà de la légitime défense. Nous allons systématiquement démanteler non seulement le complot contre moi, mais toute l'opération criminelle que Linda a mise en place. Quand nous aurons terminé, elle et tous ses complices, y compris mes propres enfants, seront condamnés à des décennies de prison. Tyler acquiesça sérieusement. Nous sommes avec vous jusqu'au bout. Eh bien, dis-je en laissant un sourire froid traverser mon visage pour la première fois depuis des jours, alors passons à la phase finale du plan. Parce que Tony Richardson est sur le point de rappeler à tout le monde exactement pourquoi il a réussi à bâtir un empire de 84 millions de dollars. La donne avait complètement changé. Et ma famille était sur le point de découvrir que déclarer la guerre à un prédateur comme moi avait été la dernière erreur qu'elle commettrait jamais. Le lundi suivant, j'ai mis mon plan à exécution avec la précision d'une opération militaire. À 8 heures du matin, l'inspecteur Martinez a exécuté des mandats de perquisition simultanés à mon domicile, au cabinet d'avocats Harrison et Associates, à la clinique Pin Valley Memory Care et au cabinet du Dr Hendricks. J'étais assis dans le café du coin lorsque j'ai reçu l'appel de Linda. Tony. Sa voix était hystérique. La police est chez nous. Ils ont dit que c'était pour une affaire de fraude financière et de meurtre. Que se passe-t-il? C'est étrange, répondis-je calmement en buvant une gorgée de café. Tu n'as aucune idée de ce que cela pourrait être? Bien sûr que non. Pourquoi es-tu si calme? Ils confisquent tous nos ordinateurs, nos documents financiers, tout. Linda, dis-je d'une voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, te souviens-tu d'une conversation que nous avons eue dans la salle de conférence du cabinet d'avocats vendredi dernier, après mon départ? Le silence à l'autre bout du fil dura près de 10 secondes. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait complètement changé. De quoi parles-tu? Je parle de la vidéo où vous avez discuté de mon futur placement à Pin Valley Memory Care. Où vous avez ri en disant que j'avais signé mon propre arrêt de mort. Où tu as mentionné les comptes offshore avec 84 millions de dollars volés. Un autre silence. Puis, une respiration tremblante. Tony, je peux t'expliquer. Ce n'est pas nécessaire. L'ai-je interrompu. Le détective Martinez a déjà des copies de tout. Y compris les preuves que Tyler a trouvées sur Roger Whitman, Harold Chen et les 3 autres hommes que tu as assassinés au cours des 5 dernières années. J'ai entendu le téléphone tomber. Je pouvais imaginer Linda paniquer, essayant désespérément d'évaluer ses options pendant que les agents fédéraux fouillaient chaque tiroir de notre maison. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était David. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était pleine de colère et de désespoir. « La police vient de m'arrêter au bureau. Je t'appelle depuis le commissariat. »« Mon fils, » ai-je dit, en utilisant le ton paternel que j'avais l'habitude d'employer quand il était enfant et qu'il avait fait une bêtise, « pensais-tu vraiment pouvoir conspirer pour m'assassiner et voler mon entreprise sans conséquence? Nous n'avons jamais. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'était l'idée de Linda. Elle a dit que ce ne serait qu'une retraite anticipée, que tu serais à l'aise dans la clinique. David, ma voix s'est durcie. J'ai des enregistrements de toi discutant spécifiquement de la manière d'accélérer ma mort avec des médicaments expérimentaux. Tu as activement négocié ta part de mes biens comme si j'étais déjà mort. Les pleurs à l'autre bout du fil m'ont surpris. Au cours des 40 dernières années, je n'avais vu David pleurer que 2 fois, lorsque sa mère est décédée et lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de joie. C'étaient des larmes de pure terreur. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. J'avais désespérément besoin d'argent, l'entreprise de Marc était en faillite, Jennifer est enceinte et nous avions besoin. Arrête, dis-je, coupant court à ces excuses pathétiques. Vous n'aviez pas désespérément besoin d'argent. Vous aviez désespérément besoin de plus d'argent. Il y a une différence fondamentale. Les 4 heures qui suivirent furent un ballet soigneusement chorégraphié de justice. Tyler avait préparé un calendrier précis, et chaque phase de l'opération se déroula exactement comme prévu. À 10 heures du matin,
Des agents fédéraux arrêtèrent Richard Harrison dans son bureau, alors qu'il tentait frénétiquement d'effacer des fichiers de son ordinateur. Tyler avait déjà tout sauvegardé sur des serveurs externes dont Richard ignorait l'existence. À 11 heures, le Dr Hendricks a été arrêté à Pine Valley Memory Care alors qu'il tentait de détruire des dossiers médicaux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Rebecca s'était infiltrée dans la clinique 2 jours auparavant, se faisant passer pour un membre de la famille d'un patient, et avait déjà photographié tous les dossiers pertinents. À midi, Mark a été arrêté alors qu'il tentait de prendre un vol pour les îles Caïmans avec une valise remplie d'argent liquide, argent que Tyler avait directement retracé depuis les comptes offshore de Linda. Mais l'arrestation que je voulais le plus assister en personne était celle de Jennifer. Je me suis rendu chez elle à 2 heures de l'après-midi. À mon arrivée, 2 voitures de police étaient garées devant l'entrée, mais j'ai demandé au détective Martinez de me laisser 5 minutes seul avec ma fille avant de l'emmener. Jennifer était assise dans le salon, toujours vêtue du tailleur qu'elle portait pour son travail au cabinet d'avocat, mais le visage complètement défait par les larmes. Quand elle m'a vu, elle a essayé de se lever, mais ses jambes ont lâché. « Papa » murmura-t-elle, « Papa, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Je m'assis dans le fauteuil en face d'elle, le même fauteuil où je lui lisais des histoires quand elle était petite. « Jennifer » dis-je calmement, « tu es diplômée en droit de l'université Northwestern. L'une des meilleures universités du pays. Tu sais exactement quelles sont les sanctions légales pour complot en vue de commettre un homicide, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça à travers ses larmes. « Alors tu comprends que lorsque tu as signé cet accord avec Linda pour partager mes biens après ma mort, tu signais en fait mon arrêt de mort. Je pensais que tu vivrais simplement dans la clinique. Je n'ai jamais su pour les médicaments, pour l'accélération. Oh mon Dieu, papa, je n'ai jamais voulu que tu meures. Mais tu voulais que je disparaisse, dis-je. Tu voulais que je devienne commodément incapable afin que tu puisses hériter de mon argent, alors que j'étais encore assez jeune pour en profiter. » Jennifer enfouit son visage dans ses mains. J'avais peur. Mon mariage avec Mark Badelel, je suis enceinte, l'économie va mal. J'ai pensé que si nous avions une sécurité financière. Jennifer, l'ai-je interrompu, hier soir, j'ai fait le point sur mes finances. Savais-tu que si tu m'avais simplement demandé de l'aide, je t'aurais volontiers donné un demi-million de dollars pour résoudre tous tes problèmes. Sans poser de questions, sans condition? Elle m'a regardé avec une totale incompréhension. Tu n'avais pas besoin de comploter pour m'assassiner afin d'avoir une sécurité financière. Il te suffisait d'avoir une conversation honnête avec ton père. C'est à ce moment-là que le détective Martinez est entré dans la pièce. Monsieur Richardson, nous devons l'emmener maintenant. Je me suis levé et j'ai regardé Jennifer une dernière fois. La différence entre vous et vos frères, c'est que David a au moins eu le courage d'admettre qu'il voulait plus d'argent. Vous essayez de vous convaincre que c'était justifié. Cela me dit que vous n'éprouvez aucun remords pour ce que vous avez fait. Vous éprouvez des remords parce que vous vous êtes fait prendre. Pendant que l'inspecteur Martinez escortait Jennifer hors de la maison, mon téléphone a sonné. C'était James Crawford, mon avocat pénaliste. Tony, je viens de parler au procureur fédéral. Ils sont impressionnés par la quantité de preuves que vous avez recueillies. Linda est accusée de meurtre au premier degré pour 5 victimes différentes. David, Jennifer et Mark sont accusés de complot en vue de commettre un meurtre et de fraude à grande échelle. Richard Harrison et le Dr Hendricks font face à de multiples accusations fédérales. Quelle est la peine prévue? Pour Linda, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour les autres, entre 25 et 40 ans chacun, selon leur degré de coopération avec l'enquête. J'ai raccroché et je me suis dirigé vers ma voiture. 40 ans passés à bâtir une entreprise, à élever 2 enfants que je pensais aimer, à épouser une femme que je croyais être ma compagne pour la vieillesse. Tout cela s'était révélé être une illusion élaborée. Mais en rentrant chez moi, qui m'appartenait à nouveau entièrement, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un profond soulagement. Pour la première fois en 18 mois, personne n'essayait de me manipuler, de me voler ou de me tuer à petit feu. La guerre était terminée, et Tony Richardson avait remporté une victoire si totale qu'elle serait étudiée dans les cours de droit pénal pendant des décennies. Mais plus importante encore que la victoire était la révélation de qui j'étais vraiment lorsque tous les masques sont tombés. Un homme qui avait bâti un empire à partir de rien et qui, lorsqu'il avait été trahi par sa propre famille, avait eu la force et l'intelligence non seulement de se défendre, mais aussi de veiller à ce que justice soit faite de manière absolue. La donne avait changé pour toujours. Et ma famille venait de découvrir que déclarer la guerre à Tony Richardson avait été la dernière erreur de leur vie. 6 mois plus tard, j'étais assis au premier rang du tribunal fédéral lorsque le juge a lu les sentences finales.
Linda a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le docteur Hendricks a écopé de 25 ans pour homicide involontaire et falsification de documents médicaux. Richard Harrison, mon ancien avocat, a été condamné à 15 ans pour complot et blanchiment d'argent. David a été condamné à 18 ans. Jennifer, qui a pleinement coopéré avec les autorités et témoigné contre Linda, a été condamné à 8 ans avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 ans. Mark a été condamné à 12 ans. Lorsque j'ai quitté le tribunal ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas la satisfaction d'avoir obtenu vengeance, mais un profond soulagement. La vérité avait été révélée, justice avait été rendue, et j'étais enfin libéré des personnes qui avaient passé des années à feindre de m'aimer tout en planifiant ma mort. Rebecca est devenue directrice générale de la Fondation Richardson pour la protection des personnes âgées, que j'ai créée avec une partie des 84 millions de dollars récupérés. Tyler dirige désormais notre département de sécurité numérique, aidant d'autres personnes âgées à identifier les escroqueries financières avant qu'il ne soit trop tard. Au cours des 18 premiers mois d'activité, nous avons sauvé 43 personnes de stratagèmes similaires à celui qui m'avait presque détruit. Chaque vie que nous protégeons me rappelle que la trahison de ma famille, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a conduit à ma véritable vocation. J'ai vendu Richardson Construction à mes employés de longue date dans le cadre d'un plan de propriété partagée. Ils m'avaient été plus fidèles que ma propre famille ne l'avait jamais été. La maison où Linda et moi vivions, je l'ai transformée en centre de ressources pour les victimes d'abus financiers envers les personnes âgées. Chaque pièce où elle a planifié ma mort abrite désormais des conseillers qui aident d'autres personnes à reconstruire leur vie après des trahisons similaires. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre de prison. Elle était de Jennifer. Elle s'excusait abondamment, disait qu'elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient tenté de me faire. Qu'elle était enceinte lorsqu'elle avait été arrêtée et qu'elle avait donné naissance à une fille en prison. Qu'elle voulait que je rencontre ma petite fille. J'ai brûlé la lettre sans y répondre. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Et certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées, surtout lorsqu'elles impliquent des complots d'assassinat prémédités. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise à 62 ans est que la famille ne se définit pas par le sang, mais par la loyauté, le respect et l'amour sincère. Rebecca et Tyler sont devenus plus une famille pour moi en 6 mois que mes enfants biologiques ne l'ont été en plusieurs décennies. Si cette histoire de trahison, de survie et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait vivre une situation similaire. Il n'est jamais trop tard pour se défendre, quelle que soit l'ampleur du complot contre vous. Ce matin, je me suis réveillé dans ma nouvelle maison avec vue sur le lac Michigan. Une maison que j'ai achetée uniquement à mon nom, avec l'argent que j'ai honnêtement gagné au cours de 40 années de dur labeur. J'ai pris un café préparé spécialement pour moi, sans me soucier d'être empoisonné. Linda pensait pouvoir m'enterrer vivant et danser sur ma tombe. Au lieu de cela, je l'ai enterré légalement et j'ai bâti un héritage sur les décombres de sa cupidité. Tony Richardson a appris que parfois, la famille que l'on choisit vaut mieux que celle dans laquelle on est né. Et quand on survit à un complot visant à vous assassiner, orchestré par des personnes qui étaient censées vous aimer, on découvre qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne l'aurait jamais imaginé. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Linda, elle était en isolement pour avoir tenté de soudoyer des gardiens de prison. Moi, je prévois d'étendre la fondation à d'autres États. Après tout, Tony Richardson n'a pas bâti un empire pour se rendre à des parasites déguisés en famille. Bouge pas, bonne. Включал двери положения окна. Я еще одну. Тут принцип, то, что нормально. Чтобы пушка оставляла.
Подожди, там люди, я. Куда со чемоданом по человеку? Не сними рюкзак. Подожди. Рюкзак сними. Это реакция, все, я ничего. Сейчас. Дамы и господа, говорит командир корабля, наш полет завершен. От имени всего экипажа благодарю за выбор компании Северный Ветер, желаю вам хорошего дня. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. We have arrived at our destination on the other attack room. Thank you for choosing us. Дамы и господа, и наши юные путешественники. Наш полет завершен. Благодарим вас за выбор компании «Северный Ветер». Приглашаем вас к выходу, который находится впереди. Будьте внимательны, осторожны, не движение по трапу. Пассажиры перед дорогу самолета на самолет. Желаем вам новых интересных путешествий с Airlines. До свидания.